Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir. Comment ça va, Damien? Ça va, et toi? Ça va. Alors, après avoir affronté la maladie, après avoir affronté les problèmes techniques, on est là. Voilà, c'était moi la maladie la semaine dernière, malheureusement. Bon, je voulais pas spoiler, t'inquiète. Mais en tout cas, on réussit à enfin se revoir, cher Damien, pour de nouveau parler d'un sport insolite. Sais-tu que c'est l'épisode 20? Alors, sais-tu que c'est le 20e épisode? 20, mais c'est pas un sport insolite. Non, c'est pas totalement insolite. On se l'accorde. C'est un sport qui est même très connu, mais qui n'est pas assez connu. Voilà comment on pourrait dire ça. C'est ça, exactement. On se disait que ça serait bien d'en parler. L'autre aspect qui était assez important, c'est de se dire aussi que on en a discuté ensemble avec Damien récemment. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter de parler des sports olympiques, parce qu'on voulait effectivement parler de ça, vu que l'actualité est autour de ça. Mais on va bientôt revenir effectivement à des sports véritablement insolites, pas olympiques du coup. Et du coup, on va revenir là-dessus. Et on a des petites surprises pour vous, chers auditeurs. Et d'ailleurs, bienvenue donc dans cette nouvelle édition. Nous sommes de nouveau sur Twitch. Moi, c'est Léo, votre guide. Moi, c'est Damien. Et toi, c'est Damien. Ancien journaliste, hein, je vous rappelle. Hein, c'est pour ça qu'il est si à l'aise au micro. Moi, je suis toujours admiratif devant Damien. Pas sa virtuosité derrière le micro. Alors, moi, je suis admiratif devant ton aisance en public. Oui, c'est vrai. Tu présentes des shows, notamment sur la scène. Un qui est très très connu en juillet sur la scène. Villepinte. Exactement. Aujourd'hui, donc, on a créé, je rappelle toujours un petit peu, mais on a créé ce podcast pour raconter effectivement des histoires, des capsules de sport insolites. On s'était dit que tous les deux, on avait fait un podcast sur le rugby, mais finalement, on a pas mal fait le tour du sujet du rugby. On s'était dit que pour un peu diversifier ça, on allait raconter des sports moins connus en France, où vous verrez, on fera des petits clins d'œil, on fera des petites surprises pour un petit peu jouer autour de cette notion-là. Alors, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce sport insolite soit un minimum organisé. Il faut qu'il y ait quand même une sorte de fédération ou qu'il y ait des ligues. Il faut qu'il y ait une certaine organisation en place pour considérer que ce sport puisse faire partie de notre liste. Sinon, on pourrait parler vraiment de tout et n'importe quoi. De la Sarbacane stéphanoise. On devrait. Je savais même pas que ça existait. C'est un des sports traditionnels de la région. On est mis depuis Lyon, on aime bien le dire, mais... Oh mon Dieu. On fera un jour une compile de sport, parce qu'on a aussi prévu des épisodes spéciaux que je pense, Damien, on fera plutôt en enregistrement à part. Je pense qu'on fera un enregistrement hors ligne, mais on fera des compiles de sport. Je te raconte, si on fait des sports, on va dire rhône-alpin, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on peut en mettre plein. On peut en mettre plein, hein, entre la boule lyonnaise. Il y a la Savoie aussi à côté. Ouais, il y a la boule lyonnaise, la Sarbacane stéphanoise, je ne savais même pas que ça existait. Alors, tu vois. La boule lyonnaise est plus répandue quand même que la Sarbacane stéphanoise. C'est vrai, c'est plus connu. Un petit billet à l'époque où j'avais travaillé vite fait pour un office de tourisme, notamment celui de Saint-Étienne. Oui. Assez brièvement, j'avais fait un petit billet sur la Sarbacane stéphanoise. Ah, c'est pour ça que tu connais un petit peu ce sport. Ce sport, on va dire, pas, traditionnel. C'est vrai, mais c'est clair que c'est insolite. C'est complètement insolite. On fera peut-être une compile d'ailleurs. Mais non, ce soir, on va pas parler de Sarbacane ou de boule. On va parler d'un sport d'eau, d'un sport sur l'eau. On va pas aller dans l'eau, on va aller sur l'eau, puisqu'on va vous parler ce soir d'aviron. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas totalement un sport insolite, mais je pense quand même que c'est un sport qu'on ne voit pas si souvent que ça à la télé, c'est pas souvent mis en avant, et donc il faut absolument qu'on en parle ce soir, aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à dire bonjour à Jojok13, puisque je sais qui tu es, je sais que tu es fan d'aviron, donc c'est pour ça que tu es là ce soir, une connaissance chère à moi-même, puisque c'est une connaissance que donc... Je te salue. Salut aussi les connaissances qui ne sont pas sur Twitch, mais qui adorent l'aviron et qui sont notamment pour un en particulier, un ami presque d'enfance, d'adolescence en tout cas, clairement. Oui. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, on va parler effectivement d'aviron et on va effectivement faire le tour parce qu'on a pas mal de choses à raconter. Et donc, l'idée, c'est encore une fois de vous raconter les origines et l'histoire de ce sport, les règles de ce sport. On va plutôt raconter les règles des Jeux Olympiques, on va plutôt raconter les épreuves olympiques autour de l'aviron, les plus grandes compétitions de ce sport, donc on aura passé les Jeux, on racontera d'autres compétitions, et notamment, on le disait hors antenne, on va parler d'une épreuve dont je me souvenais pas, mais que quand je l'ai lu en faisant mes recherches, je me dis, mais oui, évidemment qu'il y a cette épreuve-là, je suis vraiment trop bête. On parlera de sportifs légendaires, et puis on parlera effectivement de où voir ce sport en France, où on peut le pratiquer, et notamment trouver la cartographie, parce que c'est pareil, j'ai eu du mal à trouver la carte, donc je vous donnerai le lien directement. C'était un peu perdu.
C'est souvent un running gag, et tant mieux d'ailleurs pour le coup. Il y a beaucoup de fédérations françaises qui ont une carte interactive, et là, tu as l'air de me dire que c'est pas le cas alors. Si, il y en a une, mais elle est un peu dure à trouver. Disons qu'elle est trouvable, mais j'ai quand même un peu cherché. Donc, je vous donnerai le lien là-dessus. Damien. On ira avec de la pop culture. Ah oui, excuse-moi. Évidemment, on finira par la pop culture autour de l'aviron. Damien, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Eh bien, cher ami Damien, il est temps de commencer par les origines et l'histoire de ce sport. Alors, tu veux remonter jusqu'à où, au juste? Eh bien, c'est une excellente question, puisque on pourrait considérer que tout ce qui est transport maritime de l'Antiquité fait appel à des bateaux à rames. C'est à peu près très sûr. souvent, ou des voiliers ou des bateaux à rames de toute façon. Hein. Exactement. Alors, d'après, encore une fois, j'ai plutôt fait des recherches sur des sources plutôt officielles. Donc, si je me réfère notamment à Wikipédia, qui du coup ensuite cite d'autres sources, il est clair qu'aujourd'hui, on remonterait l'aviron à l'Antiquité, où les bateaux à rames étaient utilisés par les civilisations égyptiennes d'abord, puis grecques et romaines, pour le transport, bien entendu, pour la guerre et pour la pêche. D'accord ? Donc, il y a quand même eu, dans certaines fresques de l'époque, des scènes de navigation à la rame dans lesquelles on sent qu'il y avait un peu de compétition, en fait, autour de ces embarcations qui étaient ensuite bougées au travers de rames. Alors ça rejoint beaucoup d'autres sports qu'on a déjà décrits dans l'émission, c'est-à-dire que ça part de quelque chose de très humain, de très social, si j'ose dire. C'était pareil par exemple pour le sepak takraw il y a quelques mois de ça, où à partir du moment où on peut jongler avec une balle, on peut en inventer un sport, ou en tout cas on peut trouver un moyen de se la péter en société. C'est un petit peu pareil pour les rameurs, pour les embarcations. Pour la qualité, c'est aussi un moyen de se la péter par rapport à la qualité des bateaux, la qualité aussi des équipages. Bref, on a pas mal de manières de se comparer entre êtres humains, en tout cas depuis l'Antiquité, à partir du moment où on a su ramer. C'est plutôt normal. C'est plutôt normal, effectivement. Donc il faut considérer effectivement que c'est probablement né dans cette époque. Après, on n'a pas de traces écrite, si ce n'est au travers, comme je vous ai dit, de scénettes, de fresques, de gravures, dans lesquelles on devine que ça a dû être une forme d'épreuve qui a dû être faite à cette époque-là. Mais ça s'est vraiment plutôt ensuite développé en tant que sport, véritablement, en Europe, comme souvent, en Angleterre, comme souvent. Alors on parlera du 19e siècle, donc dans les années 1800, mais on retrace quand même des premières compétitions d'aviron en Angleterre, au XVIIe siècle, donc deux siècles avant, dans lequel, effectivement, on trouve des traces d'écriture, enfin de textes qui racontent des compétitions sur la Tamise, et donc en Angleterre. Donc, véritablement, ce sport a dû naître de manière vraiment, je dirais, officielle, moderne. Dans cette époque. Moderne, exactement, en Angleterre. Et sur la Tamise. Alors, c'est aussi le fait que les sociétés qui ont inventé l'aviron, on peut remonter jusqu'à Venise, si tu veux, au 15-16e siècle, où il y avait des compétitions de bateaux, etc. Ça fait partie de ces grands festivals, notamment italiens, là où les Italiens considèrent avoir inventé le football, notamment avec le calcio storico ou le rugby, ça dépend. Bref, vous avez ce côté festif qui va avec. Mais c'est surtout en fait des civilisations qui se vivaient sur l'eau. Je parle de Venise, je parle aussi de Londres, où en fait, pas mal de choses se faisaient sur la Tamise. Le transport de biens, le transport de marchandises, c'était sur le fleuve, et le fleuve est particulièrement large. Exactement. Ce fleuve de la Tamise permettait de faire des courses de manière, on va dire, d'être à l'aise pour pouvoir faire des compétitions de courses. C'est un boulevard. Exactement, c'est un boulevard. Je suis totalement d'accord. C'est vraiment si vous n'êtes pas allé à Londres et à cet endroit-là, vous vous rendez pas compte à quel point la Tamise est large. Beaucoup plus large que la Seine, par exemple. C'est indéniablement beaucoup plus... Ouais, ça n'a rien à voir. Totalement d'accord avec toi. C'est très, 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 très large. Et donc, ces compétitions puissent se développer à cet endroit-là. Et ensuite, il faut quand même évoquer une des plus grandes compétitions historiques qui subsiste encore aujourd'hui, qui se déroule justement sur la Tamise, qui a été créée en 1839. Ça s'appelle la Henley Royal Regatta. Donc, mais il y a plus vieux. Il y a plus vieux, mais c'est quand même celui qui est le plus... Ah ouais, mais avant
1827, la première course entre Oxford et Cambridge. C'est vrai, tu as totalement raison. La première compétition. Pardon, 29, 2 ans après la première compétition de cricket. Oui, j'ai appris mon pense-bête par cœur. Et avant ça, même à la fin du 18e siècle, justement, juste avant le 19e siècle, il y avait des courses de pub comme n'importe quelle épreuve. Il y a un livre qui d'ailleurs traite de ce genre d'incongruité très britannique, qui est une encyclopédie des sports oubliés qu'on m'a offert il y a des années de ça. Et alors, au bout d'un moment, ça finit par être redondant, parce que c'est toujours des histoires de londoniens qui parient des choses dans des pubs. Voilà, c'est le pattern de tout le 18e et le 19e siècle. Point. À partir de ça, effectivement, il y a des patterns qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins. Mais vous avez compris le délire qu'il y avait autour de tout le bouillonnement qu'il y avait à Londres à l'époque, c'est-à-dire que vous avez des gens dans des pubs qui font des paris. Comme la ville se vit sur l'eau, vous avez des courses qui existent encore aujourd'hui, comme la Duggett's Coat and Badge Race, avec encore ces vieux accoutrements de commissaires de course, qu'ils le portent une seule fois dans l'année, évidemment, je vous rassure. Ouais. Mais par contre, c'est ouvert à tout le monde, amateurs, pros, n'importe qui, et c'est en skiff dont tout seul, ou alors en bateau traditionnel sur la Tamise, pas forcément une fois tous les ans. C'est pour ça que c'est pas forcément la plus vieille aujourd'hui, la plus noble des courses et la plus vieille également, mais elle est encore organisée tous les 2, 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est une survivance de cette vieille tradition des pubs. Et à partir de ce moment-là, si des gens parient autour de pubs et de distances à parcourir, les étudiants vont le faire aussi, évidemment, pour se la péter, justement, pour savoir quelle est l'université la plus prestigieuse, celle qui forme le mieux les têtes et les corps, etc., etc. Et c'est le début, d'ailleurs, c'est l'invention, finalement, du sport universitaire, comme ça. Exactement. En fait, il faut considérer que beaucoup de sports qui ont été codifiés en Angleterre sont nés de compétitions entre universités, notamment les deux plus grandes. Le rugby s'est un peu développé comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont développées autour de cette rivalité entre grandes universités. L'aviron n'a pas échappé à la règle, et donc c'est développé autour de ça. Mais tout de même, je vais citer effectivement la Henley Royal Regatta, parce que c'est une des plus connues, l'une des plus prestigieuses, donc c'est pour ça que je l'ai évoquée, mais tu me fais bien de me corriger. En termes de compétition officielle, je dirais, entre deux grosses universités. Et retenez bien par contre la course entre Oxford et Cambridge, donc la course des bleus clairs contre les bleus foncés, parce qu'on en parlera dans la pop culture. On en parlera dans la pop culture, exactement. Ensuite, effectivement, dans ces années-là, ce sport s'est ensuite exporté et s'est développé dans d'autres pays. Bon, évidemment aux États-Unis, en Australie, puisque c'est l'Angleterre, évidemment. Et les universités, comme tu l'as évoqué, vont jouer un rôle crucial dans le développement et la diffusion de l'aviron. L'aviron ensuite masculin a été inclus pour la première fois aux Jeux Olympiques modernes en 1900 à Paris. Donc, c'est la première apparition de l'aviron. Il y a une anecdote par rapport à ça. Vas-y. Tu la connais ou pas? Non, je la connais. En fait, l'aviron devait être au programme des premiers Jeux en 1896, mais il faisait mauvais temps. Voilà. Oh mince. Et avant ça, c'est assez amusant parce que 3 ans plus tôt, donc 3 ans après les tout premiers Jeux de 96, où donc il n'y a pas eu l'aviron, il y avait déjà un championnat d'Europe. J'allais dire, il y avait déjà un euro. Oui, on disait pas ça. Non, on disait pas comme ça, ouais. Mais par contre, l'Italie a abrité le premier championnat d'Europe dès 1893. Et juste après, forcément, comme les Français étaient piqués au vif, c'est la France qui organisait le suivant. Et on est lyonnais, on va être chauvin. C'était à Mâcon. C'était pas très loin. Ah, sympa. C'est vrai que le fleuve est large à cet endroit-là. C'est vrai que le fleuve est large au niveau de Mâcon. C'est vrai. C'est pas bête. Et tout de même citer que l'aviron féminin sera introduit aux Jeux Olympiques de 1976, donc beaucoup plus tard. Il faut savoir historiquement que l'aviron, c'était effectivement une esquif qui est constituée plutôt, alors à l'origine du bois, voilà, au départ, mais les technologies ont très rapidement évolué au XXe siècle avec maintenant des bateaux beaucoup plus légers en fibre de carbone, des rames beaucoup plus effilées, étudiées pour être vraiment optimum dans le geste qui va être nécessaire pour propulser le navire, et bien sûr une amélioration des techniques d'entraînement, puisqu'ensuite s'est développé une forme professionnelle.
je dirais semi-professionnelle, dans certains cas, de ce sport. Et en France, l'aviron s'est surtout développé à partir également du 19e siècle, hein, en même temps que les pays anglophones, avec des clubs prestigieux comme la Société Nautique de la Marne, l'Aviron Bayonnais, et la Fédération Française d'Aviron a été fondée en 1890. Faudrait que tu cites en premier l'Aviron Bayonnais, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un club de rugby qui aujourd'hui est très célèbre, mais qui à la base est l'émanation rugbystique d'un club plus ancien qui faisait de l'aviron. Exactement. Qui existe toujours, hein, ceci étant. Qui existe toujours, tout à fait aujourd'hui. Voilà. Alors, Jojoc nous dit, c'est de là que viennent les pelles Macon. Les pelles Macon. Pelles, comme les pelles. Alors, les pelles, je ne sais pas. Mais je sais que la société un peu prestigieuse, le club prestigieux d'aviron à Mâcon, c'est pas l'aviron mâconnais, c'est les régates mâconnaises. Je dis ça de mémoire. Là, tu vois, j'ai même pas de pense-bête, mais comme je pense que c'est comme tu y habites un moment, ouais. C'est les régates mâconnaises. Qui sont le club le plus fort, tu veux dire qui sont le club traditionnel qui porte l'aviron dans la région. Exact. Très bien. Je te propose, Damien, si on a fait le tour de l'histoire et des origines de l'aviron, de basculer aux règles, si ça te va. Ça te va? J'attendais, c'est pour ça. Pardon. Je te demandais l'autorisation, cher ami, si tu n'avais pas une anecdote et tout. Eh ben, vas-y, jingle. Règle de ce spot. Attends, je lance le jingle. Alors, attends. Ah, tu veux faire un truc? Vas-y. Oui, voilà. Donc, un truc assez amusant en termes d'anecdotes historiques, c'est pareil. Je disais que l'euro était né en 1893. Et ben, du coup, il faut attendre 1900, les années 60. C'est ça, j'allais en parler. Je crois, pour le premier championnat du monde. 62. C'est dire l'écart. Et ça a rejoint une autre émission. Il faut suivre nos émissions les unes à la suite des autres, même si des fois on dit des bêtises, j'espère pas trop. Pas trop. Mais c'était le cas pour le water-polo aussi. Tiens, autre sport aquatique. Tout à fait. Est-ce que je peux y aller du coup? Oui, let's go. Cette fois-ci, allons-y. Nous allons parler des règles de ce sport. La règle, elle est simple. Il faut arriver en premier, non? Alors, oui. Évidemment. Tu mets des avirons les uns à côté des autres, et tu les fais se propulser, et le premier arrivé à la ligne d'arrivée on donne même pas de distance, on donne même pas de technique ou quoi. Et je n'ai même pas de vidéo ni Let's Plays, il a pas fait de truc sur le rowing. Ça reste, évidemment, vous l'aurez compris, une course avec tout le monde avec la même distance, sauf que, vous savez quoi, la Tamise, c'est pas droit, donc c'est un peu plus subtil que ça, forcément. Alors, ce que je te propose, après tu me complètes, si besoin, Damien, sur les explications, je vais vous présenter les épreuves olympiques, puisque effectivement, pour les épreuves aux Jeux Olympiques, il y a plusieurs épreuves, des épreuves masculines et féminines de ces bras. Donc je vais les citer qu'une fois, mais considérez qu'il y a une épreuve masculine et féminine à chaque fois. Donc on commence par ce que tu as évoqué qu'on a parlé d'histoire, le skiff. Donc en anglais c'est le single sculls. Le skiff c'est l'épreuve solitaire. Donc avec un seul rameur sur le bateau. Si je me souviens bien, sa position c'est celle d'être d'être à genoux, non? C'est ça, sur le navire? Là, je pourrais pas te dire. Je crois que c'est ça. Après, peut-être que Jojo pourra nous le dire, mais je crois que le ski, c'est vraiment... Enfin, moi, je me souviens, dans les épreuves olympiques, je crois que c'est vraiment... La personne est presque à genoux, tu vois, avec un genou sur le truc, et il rame des deux côtés pour faire avancer son bateau. Ensuite, il y a le 2 de couple. Oui. Le double sculls. Ensuite, il y a le 2 de couple poids léger. Donc, la seule différence avec le 2 de couple, c'est qu'il y a une limite de poids. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il y a une limite de poids. Il y a le 2 de pointe sans barreur, en anglais c'est le coxless pair. Alors, non, pas du tout, effectivement. Alors non, attention. Ah, vas-y. On dit des bêtises. Alors du coup, on dit des bêtises. Alors du coup, je vais me corriger, je vais regarder ça. Et oui. Alors, tu vois. Il y a le 2 de couple où chacun, en fait, a une rame dans chaque main. Et il y a aussi le 2 sans barreur ou avec barreur. Non, il a raison. C'est l'épreuve où il est dans la même position que les autres, mais il y a effectivement une sorte de guide qui est fait et il est bien tout seul. Donc c'est moi qui me corrige. Mais il y avait... Parce que j'ai pourtant eu, tu vois, l'imagerie quand j'étais jeune de ça, mais c'est peut-être dans d'autres épreuves que je voyais à la télé à l'époque. Donc non, c'est exactement dans la même position. Donc plutôt il fait avancer le bateau avec 2 rames et il avance par l'arrière, c'est-à-dire qu'il est dos à
à sa trajectoire, enfin Toujours, l'avancée, voilà. il est de dos et il rame comme. C'est le barreur qui regarde la trajectoire et les autres, bah, justement, sont dos à l'objectif, enfin dos à l'objectif, dos au finish. Après, le 2 de couple, je disais, la particularité, c'est que il y a 2 rames par athlète, et le 2 de pointe sans barreur, parce que du coup, il y a plus d'épreuves avec barreur, sauf le 8 depuis les JO de Barcelone en 92, en tout cas aux Jeux Olympiques. Et donc là, il y a une rame pour chaque athlète. C'est donc, ça. Une rame à 2 mains, du coup. Tu as raison, les épreuves en couple, les athlètes disposent de 2 rames, une dans chaque main. Et dans les épreuves de pointe, les athlètes disposent d'une seule rame à manier à 2 mains. Effectivement. Et donc, on a été à 2 de pointe sans barreur. Ensuite, on passe à 4. Donc, il y a le 4 de couple et le 4 de pointe sans barreur. Et enfin, il y a le 8 de pointe avec barreur. C'est la seule épreuve où il y a encore un barreur. Mais auparavant, dans les épreuves olympiques anciennes, il y a eu justement des champions de 4 de pointe avec barreur, etc. Exactement. Et du coup, dans le 8 de pointe avec barreur, donc il y a bien un barreur qui donne la cadence et qui globalement donne aussi des indications sur la trajectoire. Et puis il y a un des rameurs qui peut orienter le bateau via un petit gouvernail qui est dirigé, alors si j'ai bien compris, avec un mécanisme qui permet de flotter. Exactement. Pour ce qui est du 2 de couple poids léger, donc il y a des limites de poids, je ne vais pas m'éterniser, mais en gros, il y a une limite de poids pour les 2 personnes, plus pour chaque athlète. Il y a 2 limites en fait de poids qui doivent être respectées. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est une course en ligne. Donc ça veut dire que, alors en ligne, plus ou moins droite, mais en tout cas en ligne. C'est souvent sur un plan d'eau, donc oui, c'est souvent en ligne. Souvent en ligne. Et la distance, alors du coup. Et la distance, c'est 2000 mètres. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans Wikipédia. C'est 2000 mètres du départ à l'arrivée. Et l'idée également, c'est que pour ces phases de course aux Jeux Olympiques, il y a des phases de qualification, et ensuite il y a des phases finales. Sauf que les phases de qualification vont permettre aux meilleurs de chaque manche de se qualifier pour les phases finales, mais il y a quand même des repêchages. C'est-à-dire que les moins bons sont repêchés et sont ensuite remis en course pour des manches de repêchage, et les meilleurs se qualifient de nouveau, cette fois pour les demi-finales, et ensuite pour la finale, tout simplement. Et donc, traditionnellement, je crois encore une finale A et finale B, ça dépend des épreuves. Tout à fait. Il y a une finale A pour les places 1 à 6 et des finales B pour les classements, 7 à 12. Voilà, pour le classement. Pour le classement. Et donc, c'est la finale A qui distribue évidemment les médailles, puisque c'est les places 1 à 6. Donc, globalement, les épreuves sont plutôt simples à comprendre en termes de principe, puisque c'est vraiment une course en ligne. C'est comme l'athlétisme, c'est des compétiteurs, des rameurs qui s'affrontent les uns à côté des autres, et ensuite, le premier qui atteint la ligne gagne effectivement la manche et remporte les médailles derrière. Ensuite, c'est une distance de 2000 mètres, comme on l'a dit, donc c'est pas si court que ça. 2000 mètres, c'est long. C'est vraiment une distance assez importante. 2 km, c'est vraiment pas évident, et c'est énormément physique. Enfin, je pense que moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait, lors d'une sortie, des épreuves comme ça, de rame. Enfin, je pense qu'en fait, le pire, c'est les abdos et des trucs comme ça. J'avais mal aux abdos, c'était une cata complète, quoi. Les jambes aussi. Et les jambes aussi, évidemment. Les jambes aussi, mais enfin, moi, c'était le dos et les abdos qui ça m'a tué. Hein. Mais c'est extrêmement physique, c'est extrêmement... on s'en rend pas compte parce que ça a l'air tellement fluide à la télé que je pense que personne ne se rend compte à tel point ça nécessite un physique et un entraînement pour que ça soit... oh boy. Et oui, dit Jojo. Donc il faut vraiment avoir un physique pour donner cette impression de truc naturel où t'avances, enfin tu recules plutôt parce que tu es de dos, mais en tout cas t'avances, t'as l'impression que c'est super facile, mais en fait quand tu fais le truc, c'est vraiment énorme. Jojo, justement, une petite question, puisque du coup, l'imagerie qu'on en a, c'est souvent celle de gens qui vont s'entraîner les bras, mais moi j'ai toujours eu comme... Alors, je me base sur l'expérience que j'ai eue il y a une vingtaine d'années où j'avais un ami qui faisait de l'aviron et qui me disait, mais en réalité, non, c'est les jambes qui prennent tout. Est-ce que c'est à nuancer ou est-ce que c'est plus ou moins ça? Lui me disait que c'était surtout les jambes, quoi, avant tout. Contrairement à ce qu'on voit, où on voit les athlètes surtout tirer sur les bras.
Bah, il doit avoir les jambes. Après, comme je te dis, moi, j'ai vraiment mal aux abdos. Parce que j'ai vu. Alors, effectivement, aussi, il y a bien entendu le reste du corps qui. Je veux dire, c'est une préparation complète, hein, faut pas non plus. Oui, il faut que voilà, merci beaucoup pour la précision, mais effectivement, préparation complète et il y a un gros travail en dessous qu'on ne voit pas forcément à la télé, ouais, qui est déterminant. Tout à fait, parce qu'il faut tirer ce navire, mais il faut surtout utiliser toute la puissance des rames pour déplacer une masse d'eau pour se projeter. Même si le siège est sur un rail, hein, faut pas. Tout à fait. Le siège est sur un rail, mais c'est quand même c'est ultra physique, quoi. C'est ultra physique. Voilà. C'est ultra physique. Voilà pour les règles. Donc c'est pas très compliqué. C'est juste cette phase de qualif, repêchage, finale, demi-finale, finale qu'il faut juste comprendre dans les épreuves d'aviron dans les Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas que les Jeux Olympiques, cher Damien. Il y a bien d'autres choses. Justement, qu'est-ce qu'il y a comme autre épreuve? Fais-moi rêver. Et bien justement, on va basculer jingle sur les plus grandes compétitions en dehors des JO de ce sport. Bon, Damien, effectivement, on ne peut pas ne pas parler des championnats du monde. C'est normal. Parce que c'est normal. C'est organisé par la Fédération internationale des sociétés d'aviron. Il faut rajouter sociétés d'aviron. Plus maintenant, alors je crois qu'ils ont changé. Oh là là, ça y est. Pourtant, celui-là, j'ai fait une recherche récente. Hein, donc, tu vois, je l'ai devant les yeux en plus. Je l'ai devant les yeux. World page Rowing, tout simplement. C'est comme World Rugby, World Machin, World... Ah d'accord. Ça y est. C'est devenu non plus la FISA, c'était marqué en français. Donc un recul du français, hein, j'ai envie de dire d'ailleurs. Et oui, non mais c'est vrai. Non mais je vais pas faire mon show, mais enfin quand même. Ok, parce que moi, tu vois, alors après c'est la page française que j'ai regardé. J'ai vu. Ah bah oui. J'ai vu j'ai vu World Rowing en anglais parce que j'ai regardé aussi la page en anglais. Je me suis dit que c'était l'équivalent, tu vois, FISA, World Rowing, c'était la même chose. Mais en fait, tu me dis que c'est vraiment plutôt officiellement le World Rowing, c'est ça que tu dis, quoi, en fait. C'est désormais, oui, World Rowing. Bon. En tout cas, c'est organisé par la Fédération internationale, ça je peux pas me tromper, voilà. Ces championnats sont annuels et rassemblent bien entendu les meilleurs rameurs du monde pour concourir dans diverses catégories. D'ailleurs, des catégories qui peuvent être olympiques ou non, évidemment. Tu as notamment les compétitions de jeunes, qui sont aussi durant ces championnats du monde, et les handisports. Et le handisport, exactement, avec des épreuves mixtes. Exactement, avec des épreuves mixtes. Donc c'est annuel, à l'exception des années olympiques, où ça se concentre sur les Jeux. Et historiquement, donc ça, comme tu l'as dit, ça avait commencé en 1962. Et depuis, vraiment, c'est chaque année, bon, sauf Covid, mais chaque année, c'était le cas. Donc, il y a des épreuves pour hommes, pour femmes, pour juniors, para-aviron, poids léger, poids ouvert, il y a vraiment de tout dans ces championnats du monde. Est-ce que tu peux me dire, cher Damien, quelle est la nation, d'après toi, qui domine les championnats du monde? Alors, je l'ai sous les yeux, alors... vas-y, dire. Vas-y. C'est l'Allemagne de l'Est. Eh oui, exactement. C'est l'Allemagne de l'Est. Bon, l'Allemagne, quoi, en fait. Alors, techniquement, oui, c'est les deux Allemagnes, parce que l'Allemagne de l'Est, seule, 164 médailles. L'Allemagne Est et Ouest, donc RFA, puis Allemagne unifiée, 72 médailles. Donc, vous les additionnez, évidemment, vous avez un mastodonte. Mais bon, l'Allemagne de l'Est, forcément, après, on a une image qui est celle du sport d'Europe de l'Est, qui met beaucoup l'accent sur la force physique ou sur le travail, sur la discipline d'équipe, puisque ça faisait partie aussi de tout le décorum politique qui allait avec. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a 108 médailles de l'URSS. C'est pour ça que, par exemple, le championnat du monde a été organisé plusieurs fois en Hongrie ou en Yougoslavie. Voilà. Tout à fait. Ça servait, ce genre de sport qui promeut justement un travail d'équipe et un athlète parfait d'une certaine façon. Exactement. Eh bien, ça allait avec la cause politique que ces régimes-là défendaient. Exactement. Et en deuxième position, c'est l'Italie. En nombre de médailles d'or, en tout cas, c'est l'Italie. Et après, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, quand même. Oh, j'ai dit n'importe quoi. L'Allemagne unifiée, c'est 232 médailles. L'Allemagne de l'Ouest, seule 72 médailles. Alors, vous imaginez, c'est encore pire comme mastodonte en termes... Non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi.
Il y a du chemin. Hein. Et la Grande-Bretagne seulement 4e, tu as raison. Pourtant, berceau traditionnel de ce sport, en tout cas selon les Britanniques, bien entendu. Tu parles de tradition, justement, je voulais évoquer la Henley Royal Regatta, moi tu as d'autres anecdotes autour des championnats du monde, mais je vais parler de la... Alors oui, vas-y. Vous avez aussi les championnats du monde côtiers, par exemple, vous avez d'autres championnats du monde. D'autres formes, tu veux dire, d'autres formes. On a parlé de Pardon, oui, alors on a parlé de l'Euro, on a parlé évidemment des différentes compétitions continentales. Bref, le pattern, vous le connaissez, hein, donc un championnat du monde, des championnats continentaux. En Europe notamment, on est très bien organisé avec des championnats même carrément par catégorie d'âge, moins U19 et U23, donc junior et espoir. Alors ça dépend aussi des catégories, ça peut être cadet ou junior, ça dépend des sports. Et puis vous avez des choses un petit peu plus insolites. Alors pas forcément insolite, vous avez la saison mondiale, hein, vous avez la Coupe du Monde avec 3 épreuves, ce qui permet d'ailleurs de se qualifier ou de sceller les classements pour ensuite le championnat du monde. Ces 3 épreuves qui tournent, hein, la plupart du temps c'est à Varèse ou Lucerne, voire les deux, ça dépend aussi des fois, et puis une 3e qui tourne un petit peu, mais ça dépend des années, donc c'est pas forcément super fixe comme ensemble de rendez-vous, mais ça permet aussi un petit peu de gagner de l'argent d'ailleurs au passage, en dehors des championnat du monde, et puis de faire tourner aussi les sponsors des différentes équipes, mine de rien. Et puis donc plus insolite, vous avez d'autres championnats comme le championnat côtier, et donc avec de l'aviron au bord de mer. Avec donc des épreuves qui sont aussi pour certaines plus longues, où on va monter jusqu'à 4 à 6 Tu veux dire que la chute de l'aviron est plus salée quand tu tombes dedans? Oh, tout de suite, voilà, tout de suite. Bah, il y a de l'eau de mer, donc c'est plus salé. Au lieu d'avoir effectivement donc des épreuves qui sont en ligne sur 2 km, ça peut monter plus loin, sur 4 à 6 km, ça dépend. Enfin, voilà, vous avez tout un game comme ça qui est pas forcément connu. Vous avez aussi des épreuves indoor, vous avez des championnats indoor. C'est vrai. Donc de l'aviron, cette fois-ci sur plan d'eau. Alors c'est beaucoup plus petit, totalement. Mais vous avez aussi ça. J'en regarde si j'avais mis d'autres choses dans mon pense-bête, mais je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après les para-avirons, je crois qu'il y a plein de types d'épreuves en fonction du handicap que tu as. Et donc, tu as beaucoup d'épreuves. Oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose. Voilà. Je parlais du championnat du monde côtier qui a eu lieu pour la dernière fois en 2017 en France. Hein. Il y en aura un cette année, il y en a un tous les ans, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Cette année, ce sera à Gênes d'ailleurs. Mais la dernière fois que c'était en France, c'était en 2017 et c'était à Thonon. Oh, Thonon. Oui, parce que pour les Français, c'est un lac, mais pour les Suisses, c'est la mer, le lac Léman. Et d'ailleurs, je rigole pas, parce qu'en réalité, il y a des vents et des conditions climatiques qui font que c'est presque une petite mer intérieure, mine de rien. Et donc, ça s'était passé effectivement du côté de Thonon. Eh ben, tu vois, je savais pas du tout ça. Intéressant. Et juste pour parler des Paralympiques, en fait, il y a eu plusieurs épreuves qui sont en fonction j'appelais ça des handicaps, je vais dire ça comme ça. Et donc il y a, alors, je suis en train de lire là justement le Wikipédia parce que c'est pas si évident que ça. Il y a tout ce qui est autour de jambes, de tronc et des bras, donc il y a tous ces handicaps autour de ça. Il y a le tronc et les bras, donc je pense que c'est ceux qui n'ont plus de jambes. Et puis il y a ceux qui ont que des bras, je suppose que c'est parce qu'il y a une paralysie du haut du corps et que tu peux utiliser que tes bras là-dessus. Et ensuite, il y a eu des remplacements de catégories qui a eu lieu en 2009 avec bras et épaules, et également les déficients mentaux qui ont une épreuve pour eux. Et déficients visuels, dit Jojo 13, et c'est une très bonne remarque, effectivement. Tout à fait. Et déficients visuels, effectivement, de ce côté-là. J'ai l'impression, pour les championnats du monde, il n'y a peut-être pas le championnat du monde, j'ai l'impression, parce que je regarde la page en anglais, et il n'y a pas la partie il y a aveugle. Ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, oui, il y a l'euro. Ça, c'est sûr. Et il y a des épreuves des épreuves handisport, dans le championnat du monde et à l'Euro. Donc, il y a des épreuves para, mais comme pour toute compétition organisée par des fédérations nationales et internationales, des épreuves sont sélectionnées et ils sont organisés par ces fédérations en fonction de leur choix en termes d'épreuves, tout simplement. Voilà pour ce qui est des plus grandes compétitions au niveau championnat du monde. Et je voulais parler de la Henley Royal Regatta,
Alors vas-y. Parce que cette course est une course qui existe encore aujourd'hui, qui a effectivement été créée en 1839, fondée en 1839. Une compétition extrêmement prestigieuse qui a lieu sur la Tamise à Henley-on-Thames, en Angleterre. Et c'est là sur Tamise. Oui, c'est ça. Et la régate est célèbre pour son ambiance traditionnelle et énormément d'épreuves. Ça dure 6 jours. Et ça a lieu dans pas longtemps, c'est début juillet, dans la première semaine de juillet. Donc, je vous mettrai le lien vers le site de la Henley Royal Regatta. Tout est en cours de préparation avec des épreuves tout le temps. Il y a des épreuves tout le temps. Oui, mais avant. Oui, mais avant ça, ouais. Il y avait ce fameux duel entre Oxford et Cambridge. Il existe toujours, évidemment. Tous les ans, vous avez ce rendez-vous entre les deux universitaires. Et alors, ils se sont pas emmerdés. De la même manière qu'en rugby, vous avez The Rugby Championship, parce que les mecs, ils n'ont pas envie de se prendre le chou avec un nom d'épreuve. Là, vous avez The Boat Race. Voilà, The Boat Race entre les bleus clairs et les bleus foncés, vous l'aurez compris, bien entendu. Entre Oxford et Cambridge. Cambridge en bleu clair, Oxford en bleu foncé. Pour l'instant, chez les garçons, c'est Cambridge qui mène 87 victoires à 81 et un match nul. C'est un peu particulier puisqu'en 1877 ça s'est fait dans des conditions climatiques qui étaient dégueulasses, mais avec visiblement tout un ensemble de storytelling complètement fou, mais alors très britannique en plus de ça. Donc on a accusé le juge par exemple d'être borgne par exemple. On a accusé, il y en a certains qui disent non, mais nous, on a vu qu'il y avait un des deux bateaux qui avait franchi la ligne en premier, sauf que les mecs n'étaient pas au niveau de la ligne d'arrivée, c'était au niveau de la ligne de départ. Donc forcément, ils ne pouvaient pas voir. Mais bref, et visiblement, il y avait une purée de poids, ou alors, je ne sais pas si c'était une tempête ou une purée de poids, j'arrive pas vraiment à démêler le faux du vrai, parce qu'en fait, tout a été dit un peu n'importe comment dans les différents articles qui en parlent. Mais le fait est que le commissaire, et rétrospectivement, visiblement, les analystes autour de ça sont partis du principe qu'il a pris la bonne décision. Le commissaire a dit non, j'annule le résultat, ce sera un match nul, il n'y a pas de vainqueur. Voilà. C'était donc en 1877. Et donc c'est le seul match nul qu'il y a eu à ce jour. Et chez les femmes, c'est Cambridge qui mène avec une plus grande marge, 47 victoires à 30. Et c'est à chaque fois, ça se passe avec une seule épreuve, c'est le 8, uniquement du 8. Du 8. Alors qu'à la Henley Royal Regatta, il y a plein d'épreuves. Non, voilà. C'est une régate, alors du coup, il y a plusieurs courses. C'est ça, il y a plusieurs courses, il y a des noms à ces courses, parce qu'on dit pas le 800 barres, etc. On a des noms du type la Thames Challenge Cup, la Wargrave Challenge Cup, la Princess... la Princess Grace Challenge Cup. Voilà, on donne des noms prestigieux pour donner des noms à ces épreuves à 1, 2, 4 ou 8 derrière. Donc, ça sonne classe, quoi, tu vois. Ça sonne extrêmement classe. Voilà pour les épreuves, on va dire, les plus grandes compétitions de sport. Il y en a d'autres, tu l'as évoqué, mais ils sont soit de niveau continentaux, soit de niveau nationaux, donc on les révoquera en France. Mais je te propose de basculer maintenant dans les sportifs légendaires de ce sport. Alors, il y a, bien sûr, énormément de légendes de ce sport. J'en ai sélectionné 3. Tu me diras si tu en as sélectionné d'autres. Et je vais aller assez vite, parce que comme il y en a 3, je ne vais pas raconter toute leur biographie, parce que c'est long comme le bras, et voire 2 bras. Mais je vais commencer par parler, bien sûr, d'un Britannique, parce que comme c'est un sport qui est né en Grande-Bretagne, on va parler de ça. Il s'appelle Steve Redgrave. Justement, je vous ai évoqué la Redgrave Challenge Cup. C'est venu de lui. C'est un rameur britannique légendaire qui a remporté 5 médailles d'or consécutives aux Jeux Olympiques de 1984 à 2000, ce qui est quand même pas mal. Et c'est effectivement, surtout, il l'a remporté dans plusieurs catégories, puisqu'il a remporté aux 4 avec barreur, puisqu'à l'époque, il y avait l'épreuve de 4 avec barreur en 1984, le 200 barreur, 88, 92, 96, et le 4 sans barreur en 2000. Et il a gagné également une médaille de bronze en 1988. Il a remporté 9 titres de champion du monde, et 3 médailles d'or aux Jeux du Commonwealth en 1986. Oui, sur une seule édition des Jeux du Commonwealth. Et puis, il a remporté la Henley Royal Regatta, on l'évoquait, et on l'a, voilà, tout simplement. Et quelque chose d'assez insolite, c'est qu'après avoir remporté sa 4e médaille d'or aux Jeux Olympiques de 96 à Atlanta, Redgrave avait alors déclaré qu'il pouvait
le tirer s'il se retrouvait à nouveau près d'un bateau dérivant, c'est qu'il fallait le forcer. Il en avait potentiellement marre. Mais malgré cela, il est quand même revenu en 2000, l'édition suivante à Sydney, pour remporter sa 5e médaille d'or. Comme quoi, quand on a marre après avoir fait autant d'aviron, tu reviens quand même. À un moment, il faut quand même y revenir. Il a eu des problèmes de santé, notamment. Il a été diagnostiqué avec une colite ulcéreuse en 92 et un diabète de type 2 en 97. Et donc, malgré tout cela, il a continué à performer à son plus haut niveau jusqu'à sa retraite en 2000. Donc ça, c'est côté homme. J'ai également, parce que tu le sais, Damien, nous deux, on aime raconter des légendes masculines et féminines. Donc, je vais raconter l'histoire de Ekaterina Karsten, qui est biélorusse, qui est née en 1972 à Minsk et qui est souvent citée parce qu'elle a participé à 7 Jeux Olympiques consécutifs. 7 Jeux Olympiques. Quand même. Et elle a remporté 2 médailles d'or en skiff à Atlanta en 1996 et à Sydney en 2000. Elle a également décroché l'argent à Athènes en 2004 et le bronze à Pékin en 2008. C'est fou. C'est fou. Elle a été 6 fois championne du monde en skiff, avec des titres en 97, 99, 2005, 2006, 2007, 2009. C'est fou. C'est une période ultra longue, quoi. C'est incroyable. Et un fait intéressant, c'est qu'elle a continué donc à concourir. Vu sa longévité, elle a continué à concourir à un âge avancé. À 44 ans, elle a participé à ses 7e Jeux Olympiques à Rio en 2016. C'est complètement fou. Elle a terminé 8e, ce qui est déjà exceptionnel. Elle a terminé 8e du skiff. Donc en finale B, mais quand même. Quoi. On a quelques sportifs ou sportives à la longévité exceptionnelle dans plusieurs sports comme ça. Alors évidemment, la première qui nous vient à l'esprit, nous en France, c'est Jeannie Longo forcément, mais vous avez dans plein de sports, que ce soit d'hiver aussi. Il y a des skieurs qui ont couru jusqu'à 40 ans, passés en alpin et surtout en fond. Enfin voilà, vous avez des gens à la longévité absolument exceptionnelle, quoi. Exactement. Et juste pour terminer, je voulais parler d'un duo drameur qui était un duo exceptionnel de 200 barres. Ils sont néo-zélandais, ils s'appellent Eric Murray et Hamish Pond. Et ils sont tous les deux, comme je vous l'ai dit, partenaires en 200 barres. Et de 2009 à 2016, ils ont dominé donc cette forme d'aviron pendant 8 ans, 2009-2016. Et ils ont remporté des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, de Rio de Janeiro en 2016. Et surtout, ils ont fait le record du monde en épreuve de qualification avec un temps de 6 minutes et 8 secondes. Championnat du monde, ils ont remporté 6 titres. De champion du monde en 200 barreurs et en 2 avec barreurs, parce qu'il y avait 2 épreuves encore à l'époque. Et anecdote assez insolite, ils ont fait une pause après les Jeux Olympiques de 2016 et Bond a décidé de faire quoi ? Du cyclisme, voilà. J'ai dit, oui, pourquoi pas, du cyclisme. Oui. Et Murray a dit, plus que Bond fait du cyclisme, moi je vais faire une pause. Voilà. Il y a 3 semaines, on a parlé d'un mec qui avait fait du BMX et qui s'était reconverti dans le rallycross. Dans le rallycross, ouais. C'est clair. Pourquoi pas ? On peut faire ce qu'on veut. Et surtout, si vous êtes intéressé par l'aviron, ils ont écrit un livre qui décrit leur parcours en aviron. Et il semblerait, dans les critiques qui ont été faites, que ça a été salué pour leur honnêteté et les récits francs de leurs défis et de leurs succès, donc de leurs échecs également. Donc il semblerait que ce soit un livre assez inspirant de leur parcours en tant que champion d'aviron. Voilà. Est-ce que tu as d'autres athlètes que tu voulais évoquer ? Oui. Vas-y. Alors, j'en ai 2. Il y en a un qui compte pour 2. Enfin bref, vous allez comprendre. Et puis surtout, on va s'intéresser 2 petites secondes aussi à d'éventuelles chances de médailles françaises pour les JO, puisque on est là pour. C'est ce que tu fais toi. C'est ce que tu fais toi. Voilà, des jeux qui s'en viennent, qu'on les regarde en vrai, qu'on les regarde à la télé. Forcément, je sais qu'à un moment donné, on va finir par allumer la télé et les regarder. Oui, on gueule, mais on va les regarder. On va regarder, ouais. Au moins la télé. Au moins la télé. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai, heureusement pour les athlètes et malheureusement pour les organisateurs. Bref, ceci est un autre débat. Tu me parlais de Steve Redgrave, c'est bien ça, hein ? Je te parlais auparavant de Steve Redgrave. Voilà. Donc Anobli, qui est désormais sœur de Stephen Geoffrey Redgrave, etc. Tout à fait, c'est vrai. Et donc, tu as un de ses compagnons, pour le coup, un compagnon de route, qui est James Cracknell. Et c'était l'un de mes totems aussi, moi, de mon côté. James Cracknell, c'est plutôt un spécialiste du 4, évidemment, 400 barreurs, double champion olympique en 2000, en 2004.
7 fois champion du monde, dont en 97 avec Bellet, au passage, en France. Vainqueur évidemment avec Cambridge de la boat race, la fameuse boat race où on est en 8, sauf qu'il l'a gagné sur le tard en 2019 lui. Mais à côté de ça, il a vraiment l'image du tough guy, du type qui ne s'arrête jamais de courir, qui ne s'arrête jamais de faire des épreuves physiques. Et quand il s'arrête, c'est pour commenter du sport, parce qu'il commente aussi du sport à la télé. Mais en plus de ça, il s'était imposé pour la bonne cause, hein, c'était pour la lutte contre le cancer, un périple de 10 jours entre la Grande-Bretagne et le bout de l'Afrique. Donc 10 jours avec comme première épreuve ramer de Douvres jusqu'au Cap Grinet, hein, donc jusqu'à globalement Gravelines, voilà. Donc jusqu'à la France, et ensuite les autres jours, j'imagine que ça a dû prendre une bonne grosse semaine. Eh bien, il a roulé avec son vélo jusqu'à Tarifa en Espagne. Ah ouais. C'est la pointe de l'Espagne. Vous voyez Gibraltar, vous imaginez que Gibraltar est la pointe de l'Europe. C'est pas tout à fait vrai, en tout cas pour les bateaux. C'est mieux de se garer à Gibraltar qu'à Tarifa. Les eaux sont quand même un peu plus clémentes. Se garer. Mais la vraie pointe géographique de l'Europe, c'est Tarifa en Espagne. Et donc à partir de ce moment-là, quand il est arrivé à Tarifa, il a reramé. Enfin non, il a fait pire que ça. Je dis une bêtise. Il a nagé. Il a nagé de Tarifa jusqu'à, je crois que c'est Ceuta qui est en face, précisément. Et donc du coup, c'est voilà, pour la bonne cause évidemment, hein, pour la lutte contre le cancer, il a réussi à réunir 10 000 livres. Pas mal. Pas mal, hein, un sacré gars. Et ensuite, il s'est aussi lancé en politique. Dans quelle circonscription? Henley, évidemment. Ah bah oui, Henley, et là où se déroule la régate, évidemment. Je sais pas s'il a... Alors pour le coup, j'ai pas vu s'il avait gagné ou pas. Ouais. Mais s'il a été élu, tu veux dire, ouais. S'il a été élu. Oui, ah là 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 là. Et tu voulais évoquer... Je ne sais pas si celle-ci, il l'a gagnée. Bref. Tu voulais évoquer les Français, du coup? Alors attends. Ah, tu voulais encore évoquer autre chose? Je vais évoquer un duo, moi aussi. Vas-y. Et pas n'importe lequel. Ah oui, je suis... C'est pas du chauvinisme, c'est vraiment parce qu'ils ont marqué leur sport, c'est les frères Sinkovic, donc 2 petits Croates. Il y a quelques fratries, il n'y en a pas tant que ça en réalité dans le 2 en aviron, notamment en aviron olympique. Et parmi les fratries, eh bien, on a, c'est assez amusant, on a 2 fratries croates. Mais alors celle-ci est vraiment exceptionnelle puisque notamment Martin et Valent Sinkovic, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont les premiers dans l'histoire des championnats du monde à avoir gagné le 2 de couple et le 2 de pointe sans barreur dans les mêmes championnats du monde, au sein des mêmes championnats du monde. Effectivement, pas les mêmes épreuves du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont gagné l'épreuve où ils ont chacun une rame dans chaque main, et l'autre épreuve où ils sont une rame pour 2 mains, et donc à se coordonner encore pire. C'est ça, c'est encore pire. Coordination. C'est fou. C'est fou. Voilà. Et puis alors pour les Français, qui est-ce qu'on va suivre? Eh bien déjà, on va suivre les filles. Ça, je sais qu'elles sont qualifiées. On va voir si Laura Tarantola et Claire Beauvais vont arriver à la plus haute marche du podium, elle qui avait été médaille d'argent à Tokyo il y a 3 ans. Donc une des favorites, du coup, des favorites. Poids léger. Du coup, des favorites, effectivement. Elles sont parmi les favorites, elles sont à domicile. Cette année, ça va se passer en plus dans le plan d'eau alors, disons Torcy, c'est Vers-sur-Marne, je crois, le nom du bled, mais globalement, c'est collé à la zone de loisirs de Torcy. Ça a l'air sympa comme plan d'eau en plus de ça, et j'espère que ça va continuer à vivre au-delà des Jeux Olympiques. En plus, c'est pas trop mal placé, puisque c'est entre la station Noisy-et-Logne et la station Torcy, donc sur le RER A. Et donc, si vous connaissez un peu l'Est parisien, la base de loisirs de Torcy, vous connaissez forcément. Donc, c'est collé à ça, en fait. D'accord. Et c'est tout le plan d'eau, en fait, le lac, justement, qui rejoint le plan d'eau de Torcy, qui est différent, et qui est de l'autre côté d'une petite butte, et le bout des jardins du château de Champs-sur-Marne. C'est vraiment sympa. Pour le coup, c'est l'une des rares régions bien sympas, comme il faut, de l'Est parisien, le long de la ligne A. Sinon, il faut s'éloigner de la ligne A pour trouver des dessins. Voilà. Mais ceci est un autre débat. Puis, parmi les chances françaises, pareil, en 2 de couple, mais cette fois-ci en poids ouvert, on a Hugo Boucheron et Mathieu Androdias qui sont champions olympiques en titre.
Mais pour l'instant, est-ce qu'ils sont qualifiés? Je sais que la France a un slot pour ça. La France a réussi Oui. à gagner un slot pour ça. Mais est-ce que ce seront eux qui représenteront la France? A priori, oui, j'espère en tout cas, puisque normalement, c'est censé être les champions en titre. Et en plus de ça, ils sont français. Et en plus de ça, les JO se passent en France. Mais on ne sait jamais, effectivement. C'est pas officialisé. C'est ça, tant que c'est pas officiel, ouais. Tout à fait. Mais on espère, évidemment. D'accord. Donc oui, c'est en deux, nos grandes chances de médaille française, c'est surtout en deux, visiblement, cette année. Ok, super. Et du coup, il faudra suivre ça de près, et notamment suivre ça de près où? À la télé. Et je te propose de passer à la section où voir et pratiquer ce sport en France. En dehors de France Télévisions. Tu as coupé mon jingle, mais c'est pas grave. Oui, en dehors de France Télévisions. Parce qu'il y a France Télévisions qui retransmet... Pour les JO, oui, c'est eux qui ont les droits télé, donc oui, c'est normal. Après, je sais que parfois, tu trouves de l'aviron un petit peu sur l'équipe TV, mais alors ça devient rare, parce que je le vois de moins en moins. Et après, c'est quand même plutôt sur Internet, donc si vous voulez regarder de l'aviron, c'est encore une fois en streaming. Alors, à moins que je me trompe, mais je n'avais pas vu de choses de ce type-là. Et donc, vous avez le site YouTube, enfin la chaîne YouTube de World Rowing, tu l'as évoqué, avec effectivement des directs. Il y a des directs qui se font parfois. Et tu vois, tu évoquais le indoor, tu vois, World Rowing Indoor Championships sur des avirons mécaniques. C'est pas des avirons mécaniques, mais en tout cas, c'est des trucs de salle de sport, quoi. En fait, faut être clair. Oui, oui, c'est comme ça. Et tu évoquais les championnats du monde de rowing de côte. C'est ça, effectivement. Ils sont retransmis du côté de World Rowing. Direct, tu vois, ils font un peu de tout, tu vois. Formidable, ça. Exactement. Et bien sûr, ils font ensuite des vidéos reportages, des vidéos synthétiques, des vidéos de trucs comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, en termes de Fédération Française d'Aviron, ils ont leur chaîne YouTube également, donc ils ont également la possibilité de voir en direct les championnats de France de beach rowing, de bateau court, bateau long, bâton et senior, il y a toutes les épreuves qu'ils tentent de retransmettre au travers de la chaîne YouTube. Je vous l'avoue, je ne sais pas si l'épreuve tout simplement de la Henley Royal Regatta sera retransmise en France. Après, vous pouvez regarder sur les chaînes anglaises, parce qu'en général, il y a des chaînes anglaises qui sont dédiées à ça. Exactement. Et alors du coup, vous avez carrément, la BBC a une particularité, c'est qu'il y a même carrément des magazines sur l'aviron. Je pense que s'il y a un pays qui est investi, et ça fait partie de sa culture d'ailleurs sportive nationale, un peu, j'allais dire, c'est un peu comparable à à la manière dont on se comporte par rapport au cyclisme, nous. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas forcément regarder, mais ce serait pas normal qu'il n'y en ait pas à la télé d'une certaine façon. Même si, par exemple, on va trouver ça vieillot, je pense notamment nous en France, avec le Tour de France. C'est un peu l'état d'esprit, j'ai l'impression. Il y a cette espèce de choses un peu intemporelles. C'est de la BBC. La BBC ne peut pas ne pas avoir les droits de l'aviron. Et du coup, si vous voulez regarder de l'aviron, il faut vous abonner à la BBC. Le souci de la BBC, c'est que même si vous êtes britannique, je sais pas s'ils ont changé leurs conditions d'accès, mais jusqu'à il y a pas longtemps, il fallait rentrer pas sa redevance télé, mais en fait, son numéro de redevance télé, en fait, pour démontrer que tu habites en transmission en direct. Pour démontrer que tu habites en Angleterre, quoi. Ou alors, du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des box internet qui incluent la BBC, donc aussi du coup également la BBC en ligne, mais ça passe pas par le site officiel de la BBC. J'avais regardé un petit peu une fois pour voir ce qu'il en était, parce qu'il y a des magazines de ça, mais pas que d'aviron, mais d'autres choses un peu plus tout aussi méconnues finalement. En fait, on n'imagine pas qu'il y ait un magazine sur l'aviron sur une chaîne de service public, par exemple. Mais effectivement, je m'étais heurté à cette difficulté-là. Mais sachez que si vous êtes en Grande-Bretagne, vous pouvez regarder. Visiblement, vous pouvez regarder les magazines sur l'aviron, bien entendu, les retransmissions de certaines grandes épreuves sur la BBC. Super. Parfait. Malheureusement, du coup, ça nous empêche de voir ça depuis la France. Mais si vous voulez pratiquer l'aviron en France, alors j'ai un peu exagéré, tu vois, je viens de revoir la carte de l'aviron, c'était pas celui-là, je pense que c'est quand j'ai préparé une autre émission future. La carte est plutôt facile à trouver, j'ai exagéré. Hop, je vous montre. En fait, vous allez dans la Fédération Française d'Aviron, il y a pratiquer l'aviron, et là, il y a au milieu, ici, cartographie, donc vous trouvez le truc.
Et D'accord. du coup, vous pouvez effectivement découvrir les endroits où on peut pratiquer l'aviron en France. Et si on zoome à Lyon, il y a plusieurs clubs tout Alors, autour de Lyon qui sont présents. c'est le moment de parler de pop culture lyonnaise, du coup, mais avant la vraie pop culture, hein, mais de parler notamment du fait que, j'imagine que pour beaucoup de Lyonnais, si vous avez roulé sur les quais de Saône, eh ben, vous avez peut-être vu déjà des clubs d'aviron, et notamment les plus célèbres. Alors, il n'y en a pas que, hein, mais c'est quand même les plus voyants. Et puis aussi, ceux qui se la pètent le plus, eh bien, ce sont les clubs qui sont Et là, entre Caluire et Jojo, Fontaine-sur-Saône. Jojo va t'attaquer si c'est son club. Non, mais je les vois depuis que je suis gamin. Et on a même fait des. Alors, dans d'autres circonstances, moi j'ai eu même carrément une réunion qui s'est organisée. Ils nous ont prêté une salle pour une réunion. C'était l'Union nautique. D'accord. Bref, oui, mais quand même, c'est drôle. C'est quand même relativement drôle. Donc, vous êtes sur les quais de Saône à Lyon et vous avez dans l'ordre, vous avez le Cercle de l'Aviron de Lyon. Et au Cercle d'Aviron de Lyon, on est très fiers des champions olympiques. On a Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Tiens, on en parlait. Tiens, voilà, les futurs probables. Du coup, j'espère. Alors, honnêtement, j'espère en tout cas. Donc, représentant français en 2 de couple. Donc, médaillé d'or à Tokyo. Et vous avez une immense bâche qui vous montre Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, et bien non l'inverse, champions olympiques. Ok, D'accord. jusque-là, voilà. Première, comment dire, premier club. Deuxième club, vous avez ensuite le club aviron Lyon-Caluire. Bon, là, un peu plus discret, il y a, je crois, la liste, il y a un panneau avec un ou deux Olympiens qui ont participé aux prestigieux Jeux Olympiques, c'est normal, voilà. Donc on affiche le palmarès à même le siège du club. Et puis troisième club que vous voyez, après les autres sont un peu plus discrets, il y en a d'autres évidemment, hein, notamment Jojo dit aussi, la société nautique il y de en a aussi. Saint-Fond en force. Il dit Jojo, tu vois. Ce que j'allais dire, évidemment, Saint-Fond en force. C'est ce que j'allais dire. Il y en a au sud de Lyon. Il y en a même qui s'entraînent. Si vous regardez bien, si vous vous arrêtez, mais personne ne s'arrête malheureusement à cet endroit-là parce que c'est un nœud routier. Sous le pont de la Mulatière, vous avez des gens qui s'entraînent. Alors, qui s'entraînent à l'aviron, mais qui s'entraînent aussi au canoë. Alors ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui, vous avez tout à fait. d'autres sports qui s'entraînent, mais c'est aussi un hotspot, le pont de la Mulatière pour ça. La société nautique aussi de Saint-Fond, je viens de le voir également à mon tour. Et puis le troisième club, c'est l'Aviron Union Nautique de Lyon. Alors voilà, pareil. Et c'est pareil, vous avez aussi le palmarès avec notamment la présence de certains Olympiens avec quoi ? Qu'est-ce que je vois ? Jean-Christophe Roland, par exemple, champion olympique en 2000. Franck Solfrosi, effectivement, qui a eu la médaille en chocolat malheureusement à Pékin en 2008. Bref, vous avez ces 3 clubs. Et c'est assez amusant parce que, et justement, ça, et la remarque de Jojo 13 est très pertinente, c'est que vous avez beaucoup d'autres clubs dans la région lyonnaise, et vraiment, on est bardé de clubs. Et malgré tout, ces 3 clubs-là, comme ils sont sur des lieux de passage assez denses, mine de rien, qui donc, c'est l'entraîneur de Lyon, c'est l'une des entraîneurs de Lyon, l'une des grosses entraîneurs de Lyon, non autoroutière, et c'est eux qu'on voit le plus, quoi. Et donc, forcément, c'est eux qui se montrent le plus. Tout à fait. En tout cas, c'est effectivement un Lyon rassemble pas mal de clubs d'aviron. Et après, ça dépend où vous habitez, ça dépend de votre préférence, mais vous avez le choix à Lyon pour pratiquer l'aviron. Du coup, tu as fait une petite évocation pop culture. Est-ce que, Damien, on y va ? On se dirige ? Ah bah, let's go. Allez. Let's go, pop culture. Et quand on parle de pop culture, Damien, tu veux peut-être commencer ? Parce que je crois qu'on a des références communes, donc autant qu'on se le partage, cette section. On a des références communes, on a des références cinématographiques. C'est pas Alors, il y a des documentaires, il y a des films autour de l'aviron, mais alors, avant de commencer, est-ce que tu as trouvé un manga sur l'aviron ? Non. Non, d'accord. Donc on va partir directement sur les films. Et donc il y a un film qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Et je pense que je vais te laisser en parler. Alors dans ce cas-là. Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un effectivement qui est
très connu autour de l'aviron, c'est True Blue de 1996, basé sur une histoire vraie. True Blue, pourquoi ? Parce que tu l'as évoqué plusieurs fois durant cette émission, c'est l'épreuve qui se voit affronter Oxford et Cambridge. Et on dépeint ici la course de 1987, où l'équipe d'Oxford devait constituer une équipe de bric et de broc, puisqu'il semblerait qu'il y ait une mutinerie, quelque chose qui s'est passé à Oxford. Et on plonge donc dans l'histoire miraculeuse de la compétition entre Oxford et Cambridge, avec beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité, et surtout Oxford qui avait l'air d'être complètement on va dire les outsiders, mais de plusieurs miles de distance, qui finalement remporte, enfin je spoil un peu le film, mais ceux qui connaissent l'histoire savent que c'est Oxford qui a remporté, et qui semble-t-il soit venu nulle part, parce que moi j'ai vu le trailer, j'ose pas le mettre sur Twitch, parce que je sais jamais si avec les droits... Mais pas le son. Oui, a priori, je pourrais le faire sans le son. Mais du coup, voilà, c'est un des films les plus connus d'aviron, et notamment sur l'épreuve entre Cambridge et Oxford. Alors, ensuite, ça, c'est cette équipe qui a été constituée finalement, en fait, en tout cas, nous donne le storytelling. C'est une équipe constituée de bric et de broc en un temps record et qui finalement, en fait, est allée jusqu'à la victoire. On peut aussi... Ah, voilà. Alors, voilà. Voilà. Avec notamment une bonne partie d'acteurs légendaires britanniques, avec notamment Bill Nighy que vous avez retrouvé dans 12 millions de films, notamment dans beaucoup de seconds rôles, et second rôle de gens un peu plus guindés, si j'ose dire, parce qu'il a ce côté un peu sévère également. Mais que vous retrouvez dans 12 millions de films, du plus marrant au plus épique, voilà, notamment dans la trilogie Cornetto aussi au passage. Bref, on pourrait évoquer tout ça. Exactement. Dominic West ensuite qui est allé faire une carrière à Hollywood et qui aussi a cartonné avec des séries télé. Tout à fait. Exactement. Tu voulais évoquer autre chose ? Ouais, je vais évoquer plus vieux. C'est quand même incroyable que quand on parle de pop culture, généralement, je résume pour mes cours, la pop culture a une culture standardisée, commercialisée, etc., etc. Alors évidemment, ensuite, on passe un peu plus de temps à évoquer un petit peu toutes ces nuances, mais la pop culture, ça peut être aussi, et notamment à l'heure de l'immédiateté d'Internet, eh bien, tout un ensemble de blagues qu'on se fait de par le monde, mais qui répondent finalement petit à petit aux plus ou moins mêmes stimuli. Eh bien, on appelle ça les mèmes. Eh bien, l'un des mèmes les plus célèbres de ces 20 dernières années, c'est Nicolas Cage. Nicolas Cage, eh bien, avant d'être un mème, c'est un acteur. Eh bien, dans les années 80, c'était surtout un jeune acteur un petit peu ambitieux et qui disait oui un peu à tout. Eh bien, en 1986, il y a un film qui s'appelle The Boy in Blue, là aussi tiré d'une histoire vraie, où il joue le rôle d'un Canadien hors norme, du coup, qui se retrouve, c'est normal, face à des traditions britanniques qui sont vues comme inamovibles parce que c'est britannique et parce que c'est un décor parfait pour un film d'un gars seul face au monde, d'une certaine façon. Et c'est l'un des premiers à utiliser, en réalité, le siège coulissant. Ça, c'est pour la petite histoire, mais surtout, c'est surtout l'occasion pour Nicolas Cage de se donner un rôle de héros. Il adore ça. Il adorait ça déjà en 1986 quand il était jeune. Et donc, ce que je te propose, c'est de regarder un petit extrait. Voilà, de True Blue, de The Boy in Blue. The Boy in Blue, putain. Et alors, vous notez qu'à chaque fois, il y a du bleu. Et à chaque fois, bien sûr, le décor, au fond du fond, de toutes ces histoires, ce qui sert de trame, encore une fois, toutes ces histoires, eh bien, c'est toujours la rivalité entre Oxford et Cambridge, entre les bleus clairs et les bleus foncés. Ça fait partie, d'une certaine façon, de l'identité britannique, en termes notamment de sport, mais pas que, en termes aussi de représentation de la société. Parfois aussi de blocage de la société, il y en a eu beaucoup. Mais c'est une illustration parfaite. Ça sert à tout, c'est un canevas qui sert à tout, cette fameuse course. Et rien que de voir Nicolas Cage avec un bandeau, je me suis mort de... Effectivement.
Et surtout, voilà, qui aime beaucoup se montrer en train de s'entraîner, vous l'aurez compris. Oui, évidemment. Il y a d'autres films. Il y a un article d'ailleurs sur le site de World Rowing qui liste pas mal de films. Il y a un film des années 30 qui s'appelle Eight Girls in a Boat, qui est disponible en libre accès sur YouTube. J'imagine qu'avec son âge désormais, ce film est peut-être potentiellement soit orphelin, soit dans le domaine public, donc dans une zone grise dans tous les cas. Et donc il est dispo en intégralité, mais en qualité absolument dégueulasse. Par contre, moi j'en ai un autre, un dernier, qui est un documentaire qui est pas sur. Alors c'est pas Netflix. Alors peut-être qu'en France il est peut-être sur la version française de Netflix, mais aux États-Unis c'est Peacock. Donc Peacock c'est le Netflix de NBC. Techniquement, donc c'est la plateforme de streaming de NBC. Et c'est un documentaire qui s'appelle Most Beautiful Thing. Vous prenez Rasta Rocket, mais en plus sérieux et en vrai. Et parce que Rasta Rocket est certes tiré d'une histoire vraie, mais l'histoire, elle est pas racontée à la manière elle est racontée à la manière de Disney, donc avec toute la couche de magie qu'il y a autour. Là, vous avez un documentaire qui est beaucoup plus cru, mais basé sur des témoignages, et en fait avec un cachet plus humain et plus années 2020 fatalement, sur la première équipe. Cette fois-ci c'est pas l'université, c'est au lycée, un lycée qui s'est bougé en fait dans les quartiers pauvres de Chicago, et qui a dit les gars, on va faire une équipe du quartier, on va faire une équipe du lycée du quartier, une équipe d'aviron, et on va prendre les gars du quartier, des gamins du quartier qui sont généralement des Afro-Américains, qui sont complètement désargentés, qui sont dans des gangs, etc., et on va les forcer parce qu'ils vont pas gagner des 100 et des 1000, mais on va les forcer à ramer ensemble. Et ça a fonctionné. Alors, ils n'ont pas gagné des 100 et des 1000 en termes de titres, mais l'équipe, elle a fonctionné. Le truc n'a pas implosé, si tu veux, et des gars qui étaient dans des gangs rivaux se sont retrouvés, en fait, à créer des liens humains qu'ils n'auraient évidemment pas eu si ils étaient restés chacun dans leur bout de turf, quoi, comme on dit dans les vieux films des années 80. Et le documentaire est arrivé en fait dans des circonstances un peu particulières. C'était pour l'anniversaire justement de la constitution de cette équipe 20 ans auparavant. D'accord. Très bien. Moi j'avais 2 petites anecdotes et un film à venir, puisqu'il y a un film qui va arriver dans quelques mois sur l'aviron. Mais avant de parler de ça, je veux juste évoquer que dans The Social Network en 2010, il y a une séquence de la Henley Royal Regatta, avec une séquence qui était assez réaliste, que j'ai vu les extraits du film autour de cette scène, elle est assez impressionnante. De nouveau, je sais pas si je pourrais le montrer, parce que j'ose toujours pas avec les questions de droit, mais en tout cas, il y a une super séquence, assez filmée de manière assez impressionnante, autour de la Henley Royal Regatta, puisqu'il semble-t-il que les jumeaux Winklevoss ont été représentés comme des rameurs dévoués et doués dans cette scène d'aviron du film. Et puis, je vais quand même afficher ça, parce que c'est un film qui, semble-t-il, va sortir très bientôt dans les salles. Ça s'appelle The Boys in the Boat, et c'est non pas en Angleterre, mais aux États-Unis, puisque c'est une histoire vraie, une adaptation d'un livre qui raconte l'histoire inspirante de l'équipe d'aviron de l'Université de Washington, qui a triomphé au JO de Berlin en 1936. Et donc, au nez et à la barbe du moustachu. Du moustachu, exactement. Et donc, a priori, ça va raconter l'histoire de cette équipe de l'Université de Washington. Et donc, qui va bien sûr un peu plus tard dans le trailer, vous allez voir qu'ils vont effectivement devoir passer tous les obstacles. Et bien sûr, il y a des séquences à la fin de l'épreuve en lui-même en Allemagne. Voilà pour cette partie-là. Oui. Avant d'aller aux jeux vidéo, je tiens à dire que Jojo 13 a mentionné que le cercle d'aviron lyonnais a un joli bar. Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. J'avoue que ça m'intrigue et j'irai de sa part. Tiens, voilà, j'irai boire un coup de sa part. Toi qui aimes bien les bars. En disant, on a dit des bêtises sur l'aviron, regardez-nous pas, mais regardez-nous quand même, ça fera une vue en plus, c'est sympa. C'est sympa. On se tapera la honte, mais au moins, vous nous aurez regardé. Oui, bon, on se corrige. On essaie de se corriger un petit peu quand même. Non, sérieusement, voilà, je pense que j'irai faire un tour, quand même, parce que s'il y a un joli bar, autant y aller. Et juste avant que je te laisse avec le jeu vidéo, juste vous évoquer qu'il y a un pays qui fait une course d'aviron, mais pas
de manière totalement en ligne comme on le fait au niveau des épreuves, c'est le Cambodge, puisque il y a une course traditionnelle lors de la saison des pluies qui a lieu sur le Tonle Sap, le lac au milieu du pays, qui est en fait le Mekong, mais qui grossit tellement que ça devient un lac, notamment à l'époque de la saison des pluies. Et il y a une énorme course traditionnelle qui a lieu avec... des fois, ça monte à à une centaine de bateaux qui s'affrontent sur ce lac, avec des villages qui viennent spécialement pour s'affronter dans une épreuve, non pas à 8, mais parfois à 10, 20 ou 30 rameurs sur le même bateau. Donc, c'est assez impressionnant, et donc, je voulais évoquer ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, et que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous tapez Tonle Sap ou Cambodian comme Tonle Sap rowing, vous retrouverez des vidéos de ces épreuves qui ont tué. C'est assez impressionnant. Bon, après, j'exagère, je suis un peu à la Marseillaise. Je pense qu'il n'y en a pas 30 sur le même bateau. Mais il y en a beaucoup. Plus que 8. C'est sûr et certain. Ah oui, ça, tu m'avais montré ça une fois. Et ouais. Et des fois, c'est super bien décoré. Des fois, c'est des dorures, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est des bateaux extrêmement bien décorés. Damien, je te laisse la main cette fois-ci pour les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est pas facile en fait d'en trouver, contrairement à d'autres sports où il y avait parfois, tu sais, parmi les pionniers de la programmation, il y avait parfois des mini-jeux, des choses comme ça, ou des trucs inclus dans des party games ou dans des jeux dits olympiques mais sans la licence. Là, c'est pas le cas. On a une occurrence qui est très connue. Là, c'est un mini-jeu, c'est un ensemble de mini-jeux. Il y en a 2, je crois. En tout cas, un, c'est sûr, ça s'appelle Rowing Crew et c'est au sein du jeu We Fit You. Je sais pas si on peut voir un extrait. Et du coup, We Fit You, pour ceux qui connaissent pas, c'était le jeu, mais je crois qu'on peut y jouer quand même sur la Switch. Non, je ne sais pas. Je pense que oui. Il y avait donc, alors il fallait la manette à reconnaissance de mouvement évidemment, la Wiimote, la télécommande, appelez ça comme vous voulez. Ou alors le Wiimotion, la mablette, la Wiimotion board. Et il fallait aussi la planche. Il fallait aussi la planche de Wii Fit, celle qui vous sert pour toutes les autres épreuves également. Et donc assis sur votre planche Wii Fit et avec la manette, eh bien, vous alliez en fait faire les mouvements comme dans un vrai faux. C'est ça. Et le faire évidemment en rythme et vous perdiez des calories. Alors pas à hauteur d'un vrai entraînement d'avion, ouais. Mais comme c'est là, oui, il y avait quand même des mini-stats avec des mini-récompenses à avoir. C'était marrant, quoi. C'est sympa. C'était sympa. En tout cas, le dessin moi, je trouve ça toujours très, très amusant. Oui. C'est rétrograde et en même temps, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Tout à fait. Ensuite, on a un peu plus sérieux, un jeu mobile, Rowing Two Skulls Challenge. Donc, aviron 2 de couple challenge. En français, on pourrait appeler ça comme ça, qui est donc un jeu mobile qui date de ces dernières années. Avance un petit peu la vidéo. Ah voilà, j'allais dire avance un petit peu la vidéo, mais finalement en fait, vous avez en fait, pareil, il faut taper en rythme, il faut agir en rythme, et puis vous avez des zones un petit peu comme We Fit You, vous avez des zones bonus d'une certaine façon. À vous de manier votre bateau comme il faut, en profitant justement des petits bonus qui seront sur votre parcours. D'accord. Et là, il est toujours disponible sur les plateformes mobiles habituelles, quoi. Et enfin, parce qu'on peut toujours faire plus, tu sais que pour s'entraîner, il y a les bandes d'entraînement, quoi. Il y a les bandes rameurs. Bandes rameurs que tu peux retrouver dans les salles de sport également, etc. Mais tu peux en avoir aussi pour toi, chez toi, etc. Et on peut aussi, pour les plus riches, acheter carrément des bancs connectés, des bancs avec des applis dessus. Et donc, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le premier lien où vous avez notamment des bancs avec des jeux vidéo intégrés. Pour pour rompre la monotonie de votre entraînement. On va dire qu'à la base, c'est le deal de départ. Et pourquoi je te demande de cliquer sur ces liens dans cet ordre-là, c'est parce qu'on va commencer avec quelque chose de tout à fait classique. Finalement, en fait, tu es sur un rondin de bois, parce que c'est drôle et parce que c'est un peu l'esprit du fitou. Pourquoi pas? J'aime bien rondin de bois, parce que pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, ouais. Peu importe. Voilà. Peu t'importe.
C'est ça. Le truc, c'est que il faut. Alors, et c'est là où c'est intelligent. Enfin, c'est assez intelligent quand même. C'est pour rompre la Oui, monotonie. bien T'as sûr. quand même l'impression de faire des vraies épreuves, même Oui. si derrière il y a un côté fantaisie à Bien ça. sûr. Et puis t'as pas l'impression de t'entraîner finalement, quoi. Mm. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Clique-moi sur le deuxième lien. Et par contre, là, on va dans une zone un peu plus bizarre. Je ne sais pas comment définir ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut avoir des bancs connectés, on peut s'entraîner, donc je le disais, avec des vraies fausses épreuves d'aviron. Mais on peut aussi jouer à des vrais jeux vidéo Tout en faisant de l'aviron. tout en faisant de l'aviron. Et parce que justement, ton épreuve consiste en ramer, ramer et encore ramer. Et plus tu rames et plus tu vois justement la barre de cet ersatz de Arkanoid, prendre de l'épaisseur. Mais une fois que la balle a tapé comment dire, la barre en question, elle se rétracte et il faut continuer à ramer encore et encore pour réétendre à nouveau la barre de réception de cette petite balle. Ah ouais. Il faut aussi coordonner tes mouvements par rapport à l'arrivée supposée de la balle. Tellement bizarre. Bon, après, ça peut motiver, hein. C'est sûr. Hein. Et il y en a d'autres, des épreuves. Je veux dire, si tu avances la vidéo, le mec il teste tout, donc. Ah oui, t'as vraiment plein d'épreuves en fait. Ouais. Oui, il y a vraiment plein d'épreuves. La chasse au trésor là. Chasse au trésor, c'est quoi No Tomorrow? Oh putain, FPS. Pardon, je suis vulgaire. Oui. Oh mon dieu. Et donc, pour les très très riches, vous avez la possibilité de pimper votre bande rameur. Ah ouais. Formidable ça. Formidable. Franchement, tout pour le loisir, tout pour le plaisir de ramer, sans être sur l'eau. C'est formidable. Exactement. C'est génial. Aïe. Alors après, pour la petite histoire, c'est déjà plus ou moins le cas. C'est déjà plus ou moins à l'étude pour les fameux Jeux Olympiques virtuels que voudrait lancer soit l'Arabie Saoudite, soit le CIO, soit les deux. Enfin, ça dépend. Personne est d'accord. Mais c'était déjà, par exemple, le cas pour le cyclisme, où l'épreuve de cyclisme, donc virtuelle, était une épreuve sur vélo artificiel, enfin sur vélo de salon, pardon. Voilà. C'était pas une épreuve de gestion sur mobile ou manette en main ou souris clavier en main. C'était une épreuve donc d'e-sport qui était sur un vélo de salon. Donc je serais pas étonné que d'ici quelques années on se retrouve avec de l'e-sport aviron, justement un peu comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Parfait, Damien. Je pense qu'on a fait le tour de l'aviron. C'était, on se l'est dit avant l'émission, c'était dense. Hein. On avait bien prévu que c'était assez dense. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas en termes d'aviron. Je te propose, Damien, de parler. Attends, parce qu'on a Jojo qui dit t'as des rameurs avec la possibilité de laver son linge. Oh mon Dieu. Je ne savais pas. Et ça, c'est grandiose. Ça, c'est magnifique. Il faudrait qu'on trouve des vidéos pour les mettre sur notre Instagram. Carrément. Du coup, Damien, je te propose, d'après avoir parlé d'aviron, de parler un peu d'actualité sportive récente. Allez, let's go. Et donc, pour parler d'actualité sportive, alors comme on n'a pas pu faire l'émission la semaine dernière, j'ai des news de la semaine d'avant, du week-end d'avant, mais on va parler aussi de ce qui s'est passé ce week-end. Voilà. Juste deux petites news de ma part. C'est d'abord Joris Daudet, qui est champion du monde de BMX Racing. On parlait de BMX dans l'épisode précédent. L'actualité est tombée bien. Champion du monde de BMX, donc samedi en 8, pas celui-là, mais celui d'avant, à Rock Hill aux États-Unis, à 2 mois des Jeux, donc ça s'annonce plutôt bien pour Joris Daudet, à 33 ans, et donc qui a remporté son 3e titre mondial après celui de 2011 et 2016. Un autre Français s'est classé 3e, c'est Sylvain André, donc bonne petite génération de Français, parce que du coup, on est favori sur le BMX Racing chez les hommes. Et également, les Bleus au masculin du basket 3-3 se qualifient pour les Jeux de Paris 2024. Donc, in extremis, puisqu'ils ont atteint la finale lors du tournoi de qualification de Debrecen en Hongrie. Et c'était leur dernière chance. Ils l'ont cédé au buzzer contre la Mongolie 22-21. C'était chaud. En demi-finale, notamment. Ensuite, ce week-end, juste quelques petites news. Beaucoup de sport mécanique, parce que c'est on va dire que c'est le double header avec le Grand Prix de Monaco en Formule 1 et l'Indianapolis 500
aux États-Unis. Donc, c'était vraiment incroyable, le même week-end. Le même week-end. Et donc, en Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc, pour ceux qui suivent la Formule 1, a enfin fait tomber sa malédiction, puisqu'il n'a pas gagné son épreuve à domicile depuis qu'il a commencé la Formule 1 et même la Formule 2. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de Monégasques sur le circuit. Pas du tout. Voilà, c'est tout, quoi. Et donc, c'est effectivement la toute première fois, mais c'est déjà la toute première fois qu'un Monégasque atteint le niveau de la Formule 1, mais c'est donc la première fois qu'un Monégasque remporte l'épreuve du Grand Prix de Monaco en Formule 1. Et je t'avais vous dire que c'était la fiesta. Il y a des vidéos qui se baladent sur les réseaux sociaux de Charles Leclerc qui faisait la fiesta dimanche soir. Le prince Charles Leclerc dans ses bras, le protocole est parti. Champagne avec lui. Le protocole a volé en éclats, ça c'était clair, tellement la joie était immense. Oui, le protocole, on va pas l'appeler SAS, non, c'est appelle-le Albert, et puis voilà. Exactement. Et donc du coup voilà, c'était donc une super chose. En Indy 500, j'ai pas trop raconté parce qu'il y a un back-to-back par rapport à l'épreuve de l'année dernière, donc c'est plutôt rare d'avoir quelqu'un qui remporte 2 fois de suite les Indy 500, mais peu de personnes le savent. Et puis on le racontera peut-être un jour, l'IndyCar. Alors Indy 500, une particularité, c'est que tous les ans, c'est pas du champagne qui s'envoie à la tronche, c'est du lait. C'est du lait, effectivement. Mais ça, je pense qu'on racontera un jour. On racontera peut-être un jour l'IndyCar, mais je vous raconterai le NASCAR avant, parce que c'est le NASCAR qui est plus drôle. L'IndyCar, c'est... Non, mais le NASCAR, c'est drôle. Non, mais NASCAR, c'est drôle. Donc je vous raconterai plus le NASCAR. Et c'est l'exotique. C'est l'exotisme, pardon. Et également, ce week-end commence Roland-Garros. Et déjà les au revoir à Rafael Nadal, ça sent quand même la fin. Donc on pense à lui parce que c'était moi j'appelle l'un des 3 mousquetaires, parce qu'ils n'ont pas à être français, c'est comme les 3 mousquetaires avec les 3 boss. Les 3 boss, oui c'est ça, c'est les 3 boss avec Djokovic et avec Roger Federer, et c'est le deuxième probablement qui va s'en aller, et puis il ne restera que Djoko. Mais même lui, ça commence peut-être à tirer déjà sur la corde, là, ça commence à devenir compliqué. Donc je dirais qu'une grande page du tennis mondial va bientôt se tourner, très très bientôt. C'est vrai. Et il faut le noter, Roland Garros, malheureusement, va, je pense, devoir obliger Rafael Nadal à nous quitter très bientôt. Est-ce que tu as d'autres news, Damien ? Alors moi j'en ai une insolite, puisqu'on avait parlé de ce sport il y a quelques semaines de ça. La semaine dernière s'est tenu le mondial de Sepak Takraw, cette fameuse réunion improbable entre foot, volleyball et badminton, parce que globalement c'est à peu près le délire. C'est ça. Donc du coup, comme d'habitude, Thaïlande, Malaisie, Malaisie, Thaïlande. Et tout le monde est content, chacun a gagné une épreuve. En double, c'est la Malaisie, en trio, en régulier, c'est la Thaïlande. Donc à chaque fois, l'un face à l'autre. Oui, tout le temps. Thaïlande, Malaisie. C'est les 2 plus gros pays. Mais alors, ce qui est assez amusant, j'aime bien regarder ce genre de trucs, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on fait ce genre de magazine, toi et moi, c'est que j'aime bien regarder aussi lors des retransmissions quelle est l'ambiance sur place. Est-ce que c'est des sports insolites qui sont vraiment soutenus? Est-ce que c'est des sports insolites qui ont leur carré de fans? Est-ce que c'est des sports qui ont un engouement populaire? Et bien dans ces pays-là, sachez que ça se passait en Malaisie. Il y a un vrai engouement populaire. Faut s'imaginer l'équivalent, alors un peu plus que l'Astrobal, pas non plus le Palais des Sports de Lyon, mais le Palais des Sports c'est 8000, l'Astrobal 5000. Imaginez un truc un peu entre les deux, donc une grosse Astrobal remplie à ras-bord avec une ambiance de supporters de foot. Ouais, on l'a expliqué lors de l'épisode du Sepak Takraw, la Malaisie a une ligue professionnelle de Sepak Takraw, donc autant vous dire que ça brasse de l'argent comme pas possible en Malaisie, le Sepak Takraw. Donc c'est à peu près logique que... et l'autre pays, effectivement, qui est fort, c'est la Thaïlande. Mais en gros, toute l'Asie du Sud-Est est fou de Sepak Takraw, autant vous le dire. Est folle plutôt. Toute l'Asie est folle de Sepak Takraw, l'Asie du Sud-Est en particulier. C'est vraiment tout le quart sud-est, Tout le quart sud-est. Prenez tous les pays du quart sud-est, dont les îles inclus, les archipels. Prenez tous, c'est bon. Donc vous avez tous les pays majeurs du Sepak Takraw. On refera, mais de toute façon, comme je te l'ai dit, je pense que on parlera de l'actualité de ces sports qu'on a déjà abordés. Comme je te l'ai dit, c'est notre 20e épisode. Et on fera peut-être un jour un bilan et un petit récapitulatif de l'actualité depuis qu'on a fait l'épisode sur nos premiers trucs. Et je te rappelle qu'il faut qu'on refasse l'épisode sur le lacrosse, parce que techniquement, c'était vraiment pas bon le son. Oui. Je pense qu'on fera un épisode sur le lacrosse. Et parce que ça mérite. Ils en sont à la finale aux dernières nouvelles de la NLL en plus de ça, et ils viennent de finir le championnat, je crois, en intérieur. de plein air. De plein air, d'accord.
Okay. Voilà. Mais alors du coup, non, une dernière chose également, parce qu'on aime bien le Japon, toi et moi. Il y a eu la finale du championnat du Japon. Hiroshima est champion, mais on s'en fiche un petit peu de savoir si c'est Hiroshima, Chiba ou n'importe qui. Par contre, ce qui va être un petit peu plus amusant, et je pense qu'en termes d'anecdotes, c'est assez drôle, eh ben, l'entraîneur de cette équipe, c'est un Franco-américain. Kyle Milling, qui est un ancien entraîneur de Limoges, notamment de Hier-Toulon. Il a joué aussi à Pau-Orthez, à Nantes en deuxième division, enfin en Pro B. Est-ce que tu parles basket, voilà. ouais. Et donc, on a cet entraîneur franco-américain qui est champion du Japon en basket. Et ouais, ça arrive. Comme quoi. Eh bien, si on en a terminé, Damien, je te remercie pour ces news. De quoi va-t-on parler pour le prochain épisode? Eh bien, dans le prochain épisode, je pense qu'on fera notre dernier sport olympique, insolite, puisqu'on s'était mis d'accord avec Damien que à partir du mois à partir de la deuxième partie de juin, on va commencer un peu à nous refaire plaisir avec des sports qui sont vraiment insolites, qui vont nous permettre d'aller... Injustement méconnus ou injustement non reconnus. Parce que là, c'est bien de faire les sports olympiques, mais à un moment, il faut qu'on revienne vers des sports qui sont vraiment insolites, vraiment méconnus. Mais pour le coup, pour celui-là, non, je vous propose de rester sur un sport, mais qui n'est pas connu, ou peu, je trouve peu pratiqué. Qui est en danger. Et qui est en danger, effectivement, c'est la lutte gréco-romaine. C'est ça dont on va parler la prochaine fois. Et ensuite, on passera à bien d'autres sports insolites non olympiques pour les prochaines fois. Damien, je te remercie. Merci à toi, merci à vous. Et rendez-vous donc dans une semaine, parce qu'on a dit, je crois qu'on ne faisait pas le saut. Oui, c'est la semaine prochaine. Oui. Donc, ce sera la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain pour la lutte gréco-romaine. Damien, bonne soirée à toi. Et ciao, ciao. La semaine prochaine. Tchuss.